Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café littéraire, un numéro où l'étrange va côtoyer la monstruosité, où les vampires n'ont plus de dents et les ogresses n'existent pas seulement dans les cauchemars d'enfants. Aujourd'hui, que ce soit dans la science-fiction ou la fantasy, on se joue des normes pour mieux s'en affranchir. Et nos invités, justement, ils ont tous pris un malin plaisir au pas de côté. Mo Abbas, bonjour. Vous êtes, prenez votre micro, n'ayez pas peur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire des ogresses entre poésie et surréalisme. Bonjour Mo, soyez le bienvenu. On est vraiment ravis de vous avoir autour de cette table. Merci. Nicolas Zouliamis, vous venez d'illustrer 2 livres qui naviguent entre monstruosité, le bien nommé Monstre, et étrangeté, avec le mieux nommé L'étrange boutique. C'est assez simple avec vous, en fait. Et L'étrange boutique de Victor Kopek. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu. Maël Desarts, vous êtes emparé d'univers classiques des contes, les fées et les vampires. Vous avez un peu secoué dans votre shaker littéraire, romanesque. Et le résultat, c'est Dents de soie. Bonjour et soyez la bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Enfin, Jérémy Perraudot nous emmène à la découverte d'une civilisation perdue aux dieux mystérieux dans Le visage de Paville, un étranger dans un monde étrange. Bonjour Jérémy, soyez le bienvenu. Bonjour, merci pour l'invitation. Le café littéraire, l'un des principes, et le principe qui ne devrait pas changer d'ici la fin de semaine, c'est d'avoir à mes côtés une jeune journaliste qui a lu, qui a décortiqué, qui a analysé, qui a rédigé des tas de questions avec sa classe. Et aujourd'hui, pour m'aider, eh bien, je reçois Éline de Guéméné. Bonjour Éline. Bonjour. Alors de Guéméné, c'est ta ville, c'est pas ton nom. Voilà, je précise, tout le monde ne connaît pas Guéméné. Éline, quel âge as-tu et quelle lectrice es-tu? Moi j'ai 13 ans. Quelle lectrice je suis? Je suis une lectrice qui aime lire de temps en temps, pas non plus trop, mais vraiment ça me fait plaisir de lire. Et puis c'est un hobby, on va dire. Ouais. Quel genre de livre tu aimes particulièrement? Les romans. Les romans? Oui. D'accord, super. Bon, tu es prête à passer cette heure avec moi et avec nos auteurs, nos invités? Oui, je suis prête. Tu es prête? Allez, on y va. On va commencer par Mo Abbas. Mo Abbas, vous êtes né en Algérie, mais vous vivez à Marseille. Un vrai Marseillais? Absolument. Alors, j'attendais le « en » pour voir s'il y avait Non. l'accent. Non, pas la... Non, quand je m'énerve, il arrive, mais Bon, pour d'accord. l'instant, je suis calme. On ne sait espère. jamais, ça peut arriver. Ça peut Voilà, arriver. je sais quoi, c'est un warning pour moi. Ok. Vous avez fait des études de philosophie, mais vous vous lancez rapidement dans l'écriture et vous animez des ateliers pour différentes associations. C'est bien ça? Parmi lesquelles le Port à Jauny, où sort ce dictionnaire des ogresses. Alors ça, c'est vraiment indispensable, je pense, le dictionnaire des ogresses. Pourquoi? Pour enfin différencier l'Amotilialouk, l'ogresse inuite, des Dakini, qui sont naturellement les démons femelles indiennes. C'est un recueil vraiment truculent entre contes et réalité enchantée, puisqu'on y croise aussi de loin Frida Kahlo, Jeanne Weber, qui elle a bien existé, qui était l'ogresse de la Goutte d'Or, une vraie tueuse d'enfants. C'est terriblement décalé, c'est tendre, drôle, instructif. Et on comprend vraiment avec vous que la figure de l'ogresse, elle dépasse vraiment celle du simple monstre. Est-ce que tu as une question pour Mo Abbas? Comme si on n'avait pas préparé déjà ça. Non, pas du tout. Non, j'ai pas de question. Vas-y, Éline. Comment avez-vous sélectionné les personnages figurant dans ce dictionnaire? Ouais, ça c'est un peu compliqué. J'étais en train de dire à mes camarades justement que là, il y a une 50aine d'articles, donc une 50aine d'ogresses différentes. Mais avant d'arriver à ces 50-là, j'en avais écrit une 100aine. Donc j'avais vraiment essayé de regarder tout le patrimoine et le matrimoine mondial autour de l'ogresse pour ramasser un peu tout ce que je trouvais. J'avais écrit un article à peu près par ogresse. Et puis j'ai présenté ça à mon éditrice, à Mathilde Chèvre, au Port à Jauny. Et puis elle s'est occupée de faire le choix. Enfin, on a fait le choix ensemble. Mais donc elles y sont pas toutes. Il y en a encore d'autres. Mais ce qui veut dire que vous avez fait un tour du monde des ogresses. Ça, on trouve des ogresses dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations pratiquement. J'en ai trouvé partout. J'en ai pas trop trouvé en Océanie.
Mais bon, peut-être que... Cherchant bien. Peut-être qu'en cherchant bien, après il y a le truc de la langue. J'ai cherché que en français, très peu en anglais. Mais on en trouve partout. On en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on en trouve en Asie, on en trouve dans le désert du Maghreb, dans les steppes de Sibérie, en France. Voilà. Pour quelle raison le dictionnaire est-il publié à la fois en français et aussi en arabe? Ça, c'est une particularité de la maison d'édition, Le Port à Jauny, dont tous les livres sont des livres bilingues français-arabe. Donc, bon, voilà, moi j'ai écrit donc, tous les bouquins, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ressemblent à des sortes de dictionnaires, sinon toute la série de poésie, il y a toute une série de poésies qui sont en bilingue. Donc ça, c'est un choix éditorial de la maison d'édition. Moi, j'ai écrit en français et quelqu'un s'est occupé de les traduire en arabe. Et donc, je suis incapable de traduire. Je suis incapable de traduire, je suis même incapable de le lire. Donc, je fais une confiance absolue au traducteur. Je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit. C'est bien de travailler en confiance. Comment vous est venue l'idée de mélanger des histoires vraies et des contes? Oui, c'est ça. C'est ça qui est truculent, en fait. C'est d'avoir des vraies ogresses qui vont partie de la culture populaire. Et puis, c'est vrai que Frida Kahlo, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la pauvre? En fait, en travaillant ce personnage, il y a des choses que j'avais envie de trouver et que je ne trouvais pas. Et donc, je me suis dit, je les invente, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Donc, j'ai inventé des ogresses, des personnages d'ogresses. J'ai inventé des recettes de cuisine d'ogresse, des poésies d'ogresse, des quatrains d'ogresse, des haïkus d'ogresse, des ogresses qui font la cuisine, des ogresses qui regardent la télé. Voilà, parce qu'après, on peut imaginer que je sors dans la rue, je peux en croiser une d'ogresse. Enfin, on peut en croiser tous les jours des ogresses. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, le point de départ, c'est quoi, en fait, chez l'ogresse? C'est l'imagination, l'imaginaire collectif autour de l'ogresse, cette femme solitaire. En réalité, tout ça est parti d'ateliers que je menais donc justement avec Mathilde Chèvre, d'ateliers qu'on menait dans des écoles, dans des collèges, dans des écoles primaires, où il nous est arrivé de faire des ateliers autour du personnage de l'ogresse, donc par exemple des contes palestiniens. Il y a beaucoup d'ogresses dans le monde arabe, il n'y a pas d'ogres, il y a des ogresses. Et donc on travaillait ce personnage avec les enfants et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie fascination des enfants pour le personnage de l'ogresse, qui est en même temps, qui est entre la sorcière et la maman. Voilà, parce que l'ogresse, c'est aussi une maman. Parce qu'elle ne mange pas forcément les enfants. Elle mange ceux des autres. Elle mange ceux des autres. Voilà, déjà, c'est évident. Elle ne mange jamais les siens. C'est pour ça que l'ogresse de la Goutte d'Or, c'est une fausse ogresse. Parce qu'elle a mangé ses... Enfin, elle aurait tué ses enfants. Elle aurait tué ses enfants. Une ogresse ne ferait jamais ça. D'accord. Ça, c'est le surnom qu'on donne... C'est le surnom qu'on a donné à... Vous avez dit son prénom, je ne me souviens plus. Mais... c'est pas Simone. Jeanne quelque chose. Jeanne Weber. Jeanne Weber, ouais. Voilà. L'ogresse de la Goutte d'Or, ouais. Personnage. On parle d'ailleurs, en lisant le journal ce matin, je ne sais pas si vous avez lu sur Libération, des auteurs, le journal Libération qui est illustré par des auteurs jeunesse. On parle justement d'une ogresse, l'ogresse des Ardennes, Monique Olivier. Donc ce terme, il est encore là, il revient, il est toujours d'actualité. Mais il y a autre chose derrière que le simple... C'est quoi? C'est un hommage à la femme aussi, quelque part. Évidemment. La femme indépendante, la femme forte. C'est un hommage à la femme, c'est un hommage à la femme libre, c'est un hommage à la nature, à la femme naturelle et aussi à ce qui est naturel en nous, c'est-à-dire aussi en moi en tant qu'homme. Mais oui, effectivement, c'est un hommage à la femme libre, la femme qui fait peur. D'après vous, la monstruosité fait-elle partie de l'être humain?
Et ça, vous n'avez pas 1 heure pour y répondre. Hein. Ça, non, mais c'est un sujet philo. ouais, mais justement, c'est ça qui me revient. Je ne vais pas du tout répondre à la question, mais je me souviens que, justement, quand je faisais mes études de philo, il y avait un des bouquins qu'on lisait de Georges Canguilhem, qui est médecin et philosophe, et son bouquin s'appelait « Le normal et le pathologique ». Et lui, il expliquait, c'est justement sur la norme, il expliquait qu'en fait, la maladie et la bonne santé, ça n'existe pas. Il n'y a pas 2 entités, quoi. Le yin, le yang, c'est ça? Ça se traverse. Ça se 2 entre choses se deux. traversent. Voilà. Un entre-deux. C'est un entre-deux, ouais. Et vous, autour de la table aussi, vous êtes d'accord avec cette définition-là de la monstruosité, qui ne serait pas franchement... J'aurais tendance à dire que la monstruosité, elle naît du regard en fait qu'on porte sur quelque chose. En fait, on est le monstre de quelqu'un s'il décide qu'on l'est, en fait, et on peut ne pas être un monstre aux yeux de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Du coup, je pense que ça dépend en fait vraiment de qui regarde et de qu'est-ce qu'il y a derrière comme bagage culturel, manière de penser, de voir les choses. Puis on a peut-être tous en nous quelque chose d'un petit peu monstrueux, une petite part en nous un petit peu sombre. On n'est pas une seule chose, une seule personne. Donc. Non, mais tout a été dit en fait. Vous me laissez 3 heures, je vous fais une. Vous aussi, vous avez une part sombre en vous. Évidemment. Évidemment. On va voir ça tout à l'heure. Une dernière question. Les femmes illustrées sont modernes, rigolotes. Comment Oui. s'est faite cette collaboration? Oui, c'est les illustrations, elles sont formidables aussi. Ouais. C'est ce qui fait aussi toute la richesse. Le texte en français, le texte en arabe et ses illustrations. Lucille, c'est une jeune femme que je connais, avec laquelle j'ai travaillé par ailleurs sur une revue de cuisine qui s'appelle Ingrédients, sur laquelle on a travaillé ensemble. Et puis, en fait, c'est pareil, c'est exactement ce que je disais à mes camarades tout à l'heure, c'est que on travaille en absolue confiance avec mon éditrice. Et quand je lui ai proposé le texte, elle m'a proposé Lucille et je lui ai dit, oui, bien entendu, ça coule de source. Donc, et ce qui était chouette, c'est que donc, je lui ai fourni les textes et elle envoyait les images au fur et à mesure, donc je voyais les textes illustrés au fur et à mesure. Et c'était super de voir les ogresses naître. Prendre corps. Prendre corps, ouais, Vie. petit à petit. Merci beaucoup, Mo. Vous restez avec plaisir. nous, naturellement. On va passer à Nicolas Zouliamis. Vous allez bien? Ça va Oui, je vais très bien, oui. Bon, super. Merci. Vous êtes auteur, vous êtes né et vous avez grandi à Bruxelles. Oui. Jusque-là, on est absolument. bon? Oui. C'est l'autre pays de la BD, peut-être même le pays de la BD, la Belgique. Peut-être, je sais pas, oui. Il ne peut pas paraître pour le chauvin. Oui, peut-être, si, un Oui. grand pays. Oui, on a une culture, c'est sûr. Ouais. Voilà. Vous avez commencé à sortir votre première BD en 2009, Oui, bien oui. ça, La volupté d'Ectopascal, Ouais, aux éditions de la absolument. 5e couche. Vous êtes aussi illustrateur, storyboarder et auteur de BD. Storyboarder, tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. On va lui demander. En fait, j'ai fait un petit peu de storyboard. En fait, j'ai fait des études de cinéma. Et donc, le storyboard, c'est une phase qui précède le tournage où on dessine les plans de cinéma. Donc, j'ai fait un petit peu ça à mes débuts, c'est vrai. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment basculé dans l'illustration et c'est vraiment ce que j'aime et ce que je fais principalement. Alors, vous le faites de manière complètement différente, c'est ça qui est formidable. Alors déjà avec Monstre, aux éditions Thierry Magnier, ça c'est l'histoire d'un cirque, quand il y a un cirque de monstres qui annonce son arrivée en ville, il y a le jeune Otto qui est très très excité, et pour cause, ce cirque des rêves est peuplé d'étranges créatures, des femmes à 2 têtes, et puis d'un petit monstre aussi, très très attachant. On est à cheval entre le roman graphique et le roman illustré, donc on est dans cette taille-là. Je vais voir si j'y arrive, si je ne fais pas tout tomber. Et puis le second, Oui, il y a du contraste entre les deux. il y a un peu de contraste. C'est l'étrange boutique de Victor Kopek. Bienvenue dans cette boutique étrange où Victor Kopek, alors lui, il crée des panoplies sur mesure pour les âmes perdues en ville. C'est un petit bijou aux éditions Saltimbanque. Je crois qu'Éline, tu as beaucoup apprécié. Oui, j'ai beaucoup aimé ces livres, les illustrations qui sont très différentes de d'habitude. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Ouais. Et je trouve que les illustrations illustrent parfaitement l'histoire et si parfaitement à l'histoire. Merci. Alors, les illustrations, c'est fait pour illustrer ou c'est fait pour accompagner? C'est fait pour raconter aussi. Raconter, ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais. Oui. Quand je reçois un texte, déjà je le reçois, je le lis, j'essaie de l'intégrer, je le lis plusieurs fois, j'essaie de le comprendre. Et puis après, je commence un travail de découpage. En fait, je fais des croquis, plein de croquis pour essayer de trouver l'univers. Et puis petit à petit, j'essaie d'oublier le texte et de raconter l'histoire comme ça. Et puis on essaie d'avoir deux écritures, quoi, les illustrations viennent raconter un peu autrement le bouquin, enfin le texte, que ça vienne l'enrichir, que ça vienne voilà, trouver un petit peu des petites portes de sortie. Voilà. C'est ma façon de voir. Tout le monde ne le fait pas comme ça, mais tous les projets s'y prêtent pas non plus. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'essayer de raconter l'histoire autrement, en tout cas de vraiment la re-raconter voilà, par le dessin. En quoi l'illustrateur, d'après vous, intervient-il dans le processus d'écriture? Alors, Parce que vous, alors il faut expliquer que le scénario, le texte est de Stéphane Servant pour Monstre, absolument, oui. et pour l'étrange boutique de Victor Kopek, c'est Anne-Claire Lévesque. Claire Lévesque, Donc, ouais. vous recevez des textes bruts. Oui, oui, pour ces projets-ci, oui. Ouais, ouais. J'ai reçu des textes bruts. Et du coup, c'était quoi ta question, excuse-moi? Je ne me souviens plus. Oui, je suis En intervenu, quoi, excusez-moi. C'est rien. En quoi l'illustrateur intervient-il dans le processus, le processus d'écriture? Oui, voilà. D'accord. Dans le processus d'écriture, j'interviens pas, je reçois un texte brut. Oui, voilà. Alors, mais mon intervention dans le processus narratif, si tu veux, lui par contre, il est important. Parce que tu reçois un texte brut qui n'est même pas découpé en pages. Donc déjà, Et vous il faut découpez au fur et à mesure choisir de... quel texte arrive sur quelle page, trouver le rythme du récit, trouver des endroits où on met éventuellement pas de texte. Et puis, essayer de dire des choses qui sont peut-être pas dites dans le texte. Tu vois, pour rajouter des couches à l'histoire pour qu'elle devienne de plus en plus riche. Et puis éventuellement après, une fois qu'on a fait les dessins avec l'éditeur et avec l'auteur ou l'autrice, on peut revenir sur le texte, enlever des mots si ça dit exactement la même chose, c'est plus forcément nécessaire de garder le texte. Donc il y a des petites interventions comme ça, mais il n'y en a pas non plus d'état. Voilà. Et alors dans le cas de Monstre, il y a des parties où il n'y a pas du tout de texte. Donc là, il y a un processus qui n'est pas de l'écriture pure, mais qui est vraiment de la narration par l'image, où là, il y a un vrai travail, quoi. Voilà. En parlant de ça, est-ce que vos idées peuvent-elles influencer le scénario? Elles viennent après, donc les influencer, je dirais pas, mais Changer? Non? oui, je pense qu'après coup, quand l'auteur ou l'autrice reçoit les images, peut faire des petits changements, mais c'est quand À la même marge. voilà, des Ouais, la petites marge. choses, quoi. C'est des petites choses. Ouais. En tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir des changements fondamentaux. Après, on essaye quand même de respecter le texte. Hein. On n'invente pas sa propre histoire. On donne sa vision, si tu veux. Là, c'est aussi un point de vue sur l'histoire, l'illustration. Voilà. Vos choix esthétiques sont-ils guidés par le scénariste ou l'éditeur ou c'est votre choix? Je pense qu'on me choisit. Il y a deux univers complètement différents hein, dans Oui. ces deux Oui. livres. Hein. Moi, je pense qu'on me choisit aussi pour mon univers. Donc, j'arrive avec mon univers et puis voilà, je pense que c'est des choix. Les éditeurs font bien le boulot. Ils prennent les illustrateurs qui collent bien au texte. Donc, voilà. D'ailleurs, vos dessins, je sais que dans un des deux livres, ils sont en noir et blanc. Et pourquoi pas forcément dans l'autre Est-ce que c'est aussi par rapport à ça que comment dire Le choix de la couleur, quoi, en fait. Oui, voilà. Vous partez sur du noir et blanc ou de la couleur. Alors là, Qu'est-ce qui provoque là, c'est très bête. Sur Monstre, le choix du noir et blanc, c'était un choix purement éditorial parce que ça coûte cher d'imprimer de la couleur et que on était sur un gros bouquin. Donc je pense que là-bas, c'était ça. Et puis C'est économique. honnêtement, Les à la base, le premier choix, il est fait pour ça. Ouais. Et puis en fait, je pense que c'est un très bon choix parce que l'histoire en noir et blanc fonctionne très bien. Il y a une histoire. Dans ce bouquin, il y a une révélation qui arrive au premier tiers, je dirais, du livre avec un twist. Et donc, je ne sais pas si on peut le révéler, le twist. Ah, mais c'est vous le Ouais. responsable, c'est vous l'auteur. Hein. On va essayer de ne pas trop en dire, mais Enfin, on se demande en fait. voilà, il y a un mystère en tout cas au début. Il y a un mystère qui plane sur l'univers du village. On ne sait pas trop et donc tout est traité en silhouette ou avec des ombres et donc le noir et blanc fonctionne très bien. Puis en plus ça se passe dans un village où les villageois vivent la nuit. Et la nuit en noir et blanc, c'est aussi Oui. voilà, ça fonctionne bien quoi. Voilà. Le jeune Otto dans Monstre, c'est un gamin qui est harcelé, quoi.
Oui, aussi. ouais, c'est sûr. C'est un village curieux, mais c'est un village où là aussi, malgré qu'on Il y a soit... des vraies problématiques humaines, malgré le fait que ce soit un village un petit peu Ouais. hors de l'humanité, si on peut dire. C'était quoi votre idée, l'idée du texte en tout cas, de mettre du harcèlement de la vie réelle dans quelque chose de un petit peu étrange? Bah, après, le texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je pense que ça le rend ce petit personnage vraiment très humain et très attachant. Et tout ce basculement avec le monstre fonctionne bien avec ça. Ouais. Bon, en fait, ce truc du harcèlement, ça pose la question de la norme. Il se sent différent, il se sent un peu à la marge, il se sent un peu monstrueux. Et il est justement dans un univers... il y a un basculement. Il est dans un univers monstrueux, alors il y a un basculement à ce niveau-là qui répond bien à cette thématique, je trouve, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, j'essaye de ne pas en dire trop sur le bouquin. C'est ça, hein, je vous vois patauger. Je suis désolé, je ne sais pas quoi faire, si on le dit ou on le dit pas. Il faut y aller franchement, sinon c'est pas grave. Hein, mais, non, mais maintenant vous avez pataugé, on va laisser patauger les autres. On va laisser les lecteurs découvrir. Parce que c'est vraiment un twist qui est très fort. Donc voilà. Ça vaut la peine de l'aide. On va le laisser. Une dernière question à Nicolas. Est-ce qu'on peut illustrer ou pas une histoire qui ne nous plaît mais absolument pas? Ouais, ça c'est très intéressant. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Je l'ai jamais fait et je pense pas que je le ferai. Non, je pense pas que je le ferai. Bon, on peut, mais je vois pas. Enfin, je pense que ce serait pas réussi. Ouais. Il faut au moins trouver des choses qui nous accrochent et qui nous intéressent dans l'histoire pour pouvoir s'adapter. Oui, pour pouvoir rentrer dedans. Après, on passe du temps aussi avec une histoire. Quand on l'illustre, on passe beaucoup de temps. Donc, si on l'aime pas, c'est beaucoup de souffrance pour pas grand-chose. C'est un peu triste. Ouais. Alors, on va donner la parole à Iman, qui va vous poser une question. J'aimerais bien que vous puissiez lui répondre tous les quatre. Prenez vos micros en main, prêts à dégainer. Iman, nous t'écoutons. Alors, quel message avez-vous voulu faire passer à travers votre livre ? Alors, à travers vos livres, quel message fort vous avez voulu faire passer? Qui veut commencer? Moi, j'y vais, je suis la seule avec un livre en fait, avec un roman. Je triche, livre. Moi, mon message, il est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'excuser d'exister. Et je trouvais ça intéressant de partir sur une thématique comme ça, avec des personnages qui sont assez forts et qui vont à aucun moment avoir dans leur... aventure narrative, de moments, ils vont devoir remettre en question la raison de leur existence. Ils sont là, ils existent, ils ont une place, et même s'ils sont différents, tout va bien, quoi. Mo, c'était quoi le message? Pas vraiment de message, mais c'est un livre sur la différence. C'est on est différent, on peut être différent, on a le droit d'être différent. Il faut être monstrueux et différent. Il faut être différent, et voilà. Je vais tricher aussi. En fait, pour moi, il y a pas vraiment de message, il y a plus des thématiques, des sujets que je voulais aborder, le rapport à l'autre, la notion d'exil et de rencontre avec une communauté qu'on ne connaît pas, le rapport au récit raconté. Mais j'aime bien l'idée en fait que ça soulève des questions et que en fait, c'est plutôt le lecteur qui va essayer d'aller déceler ou en tout cas en faire une grille de lecture personnelle et y voir un message, mais peut-être que son voisin ou sa voisine en lisant le livre va y voir un autre message. Mais ce qui compte pour moi, c'est que justement, il y a eu ce questionnement à la base, plutôt que de glisser un message que je voudrais absolument transmettre et qui peut potentiellement aussi ne pas être bien compris ou transmis. Donc, je pose des questions plutôt que je donne des réponses, disons. Nicolas ? Pareil, je pense que c'est pas vraiment le but quand on. Enfin, je n'essaye pas de vraiment de délivrer un message comme ça brut, mais ça pose des questions, comme tu dis. Et si ce livre pose des questions, c'est sur le rapport à la différence, qu'est-ce qu'un monstre, qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce que la monstruosité, voilà. Et puis comment réussir aussi à s'accepter, à se trouver malgré ces différences, voilà. Et des fois, on y arrive grâce à l'autre. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est aussi une histoire d'amitié, monstre. Ouais. Maëlle Desarts, vous avez déjà publié 4 romans, dont Un cheveu, qui est lauréat du prix Jeune Talent Cultura 2022. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour Dents de Soie. On est ravis de vous recevoir aux éditions Slalom. Alors, le livre, l'histoire, un vampire déchu et sans dents, une fée qui se prend pour ce qu'elle n'est pas.
Les chemins de Devin et Navi n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, les voilà, scellant un pacte pour prendre leur revanche et leur vie en main. Un roman truculent, drôle, où chacun veut reprendre sa place. Mais laquelle de place, en fait, c'est toute la question. Et surtout, aux côtés de qui Est-ce que tu as des questions? Je sais que tu as des questions pour Maëlle. Forcément. Forcément. Il est plutôt, je trouve, atypique de se faire rencontrer l'univers des fées et en plus l'univers des vampires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, de voir ensemble, quoi, de se côtoyer. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est une excellente question. Limite un reproche, peut-être? Non. On n'est pas loin du reproche. Alors si c'est un reproche... Non, c'est une interrogation. C'est une interrogation qui est pertinente à la base. J'avoue que je voulais faire un roman jeunesse sur une petite fée des dents qui rencontrait un vampire. Et en le travaillant, je me suis dit, mais en fait, ce serait quand même vachement plus drôle de les rendre plus âgés et de rendre le truc un peu plus dark, parce que personne s'attend à avoir une fée des dents toute rose dans un univers de dark fantasy. Donc ça a été vraiment un choix. Moi, dans tous mes romans, j'essaie un petit peu d'aller vers l'absurde et l'incongru. Et j'aime bien. En réalité, j'aime bien parce que je m'ennuie rapidement. Que ce soit quand je travaille, quand je lis ou quoi que ce soit. Et si j'ai pas l'impression de faire quelque chose que j'ai pas encore lu, que j'ai pas encore vu, que je n'ai pas moi-même encore exploré, ben je vais pas le faire. Ça vous lasse? Exactement. Je vais m'arrêter très vite et puis je vais partir sur autre chose. Et en travaillant ce roman-là, je me suis amusée du début à la fin, en fait. C'est différent, on n'a pas l'habitude de voir ça. Exactement. Et même moi, j'avais pas vraiment de référence parce que j'ai jamais lu d'histoire de fée des dents et de fée marraine. C'est une première. Je l'ai lu quand j'étais petite, puis j'ai vu bien sûr la Belle au bois dormant, ce genre de trucs-là, et donc c'est de là que sont inspirées les petites fées colorées, là. Mais je ne l'ai pas lu en mode pré-adulte, jeune ado. Mais ce que disait Éline est très juste. Alors moi, j'ai regardé un peu sur les forums. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très progressiste dans la littérature jeunesse. Il y en a qui disent mais ça se fait pas. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est vrai. Hein, il y en a. Alors majoritairement, il a été quand même plutôt bien accueilli en vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens effectivement qui Bien sûr. étaient mais non, vampire et fait des dents, ça marche pas. Bah en fait si. Non, super bien. Oui, j'étais très étonné de se dire. Alors du coup, on est vraiment au cœur de la thématique. C'est la norme. Exactement. C'est-à-dire que même dans la fantasy, dans le dark fantasy, en fait, on veut imposer des normes. C'est quand même incroyable. C'est ça. Et aussi sur le physique des personnages, sur tout un tas de choses où j'ai décidé de retourner tout ce que je connaissais en fait. Donc ma fée, elle est rose. Elle est un petit peu dans le cliché de ce qu'on peut avoir du féminisme. Hein. Elle porte des robes roses à froufrou, elle a les cheveux roses, des bouclettes, des tiares. Enfin, elle adore ça. Et en même temps, elle peut détruire le monde d'un claquement de doigts. Et à aucun moment, sa féminité va être présentée comme une faiblesse. C'est même pas un sujet, c'est un non-sujet. Absolument. Et je trouvais ça hyper fun et hyper rafraîchissant. Nouveau. Au début du roman, donc on trouve Navi, la fée, qui apparaît plutôt comme un personnage antipathique, attachant. Et à l'inverse, Devin semble plus raisonné alors que c'est un vampire. Leur rôle semble plutôt inversé. Pour quelle raison? De nouveau, il y avait une volonté. Alors dans ce roman, il y a donc deux voix qui parlent en même temps. Je savais que Navi serait insupportable parce que ce personnage, dès le début, elle part du principe qu'elle mérite d'être la fée marraine parce qu'elle est la meilleure fée de sa portée. Elle se croit supérieure à tout le monde. Exactement. Donc C'est la meilleure fée de la promo, quoi. C'est ça. Donc forcément qu'elle doit être fée marraine. Et quand elle devient fée des dents, elle pète un câble. Donc je savais qu'elle serait antipathique. Alors expliquez, quel est quand on devient fée des dents, c'est quand même super sympa, quoi. Ça craint, quoi, parce qu'elle, dans son idée, elle allait devenir fée marraine, habiller des princesses, invoquer des robes, manger des gâteaux, enfin c'est cool. Ouais. Et au lieu de ça, elle se retrouve à devoir aller arracher des dents dans des bouches qui sont pas très bons. Et donc c'est un peu l'angoisse, quoi. C'est pas du tout ce qu'elle imaginait pour son futur. Et donc dès le début, elle est extrêmement antipathique, parce que c'est pas quelqu'un de gentil, elle martyrise C'est pas toutes les quelqu'un personnes. qui aime les autres, Pas en du tout. général. Elle s'aime elle-même beaucoup. Mais donc je savais que je devais contrebalancer ça dès le début, sinon les gens allaient lâcher le roman. Et donc on a le personnage de Devin qui lui intervient, qui est au contraire de ce qu'on attend. On attend un vampire dans Méchant, les clichés, c'est ça. Mais lui, il s'est fait arracher ses canines et il se retrouve à devoir travailler pour d'autres vampires qui sont de lignée moins importante que la sienne. Et donc on le retrouve un peu dans le rôle de la Cendrillon, donc la Souillon, qui travaille pour une famille de moindre importance et qui est en train de frotter l'âtre de la cheminée, tout ça. Donc c'est vraiment un choix que Devin devienne le personnage de la princesse Souillon, en fait. Un vampire, hein.
Un vampire. Un vampire en Cendrillon, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Princesse. Une princesse, exactement. On peut tous se permettre, en fait, dans les mondes imaginaires, bon, à part pour les râleurs, bon, il y en aura toujours. Oui. Bah, c'est ça tout le plaisir de bosser en imaginaire. J'ai Ouais. quelques romans en contemporain, on a quand même beaucoup moins de liberté. Mais on en prend quand même. Mais c'est ça tout le plaisir de pouvoir faire de l'imaginaire. Puis si on n'y va pas à fond, faut y aller, quoi. Pourquoi il y a une hiérarchie Oh là là. Hiérarchie, vas-y, pose-le sur la table, on va Pourquoi il y trier. a une hiérarchie dans le monde des fées À quoi ça vous a servi de poser ça comme ça Je trouvais ça intéressant de présenter ces petites fées qui ressemblent à des petites boules colorées. Donc chaque classe de fées a une couleur. Donc vraiment, j'ai pensé aux petites fées dans La Belle au bois dormant. Et j'ai trouvé ça intéressant de les voir toutes mignonnes, toutes rigolotes avec leurs petites ailes de papillon et en même temps avec un esprit quasi militaire derrière. Donc avec vraiment des castes, des rôles très spécifiques, des fées anciennes qui dirigent à chaque fois, etc. Et avec des jeux politiques entre les différentes castes de fées qui ont des objectifs différents. C'était de nouveau le rôle un peu pour... l'objectif, c'était de nouveau un peu de casser ses attentes. De ne pas se dire que les fées, c'est mignon, c'est tout rose, piou-piou, et... Vas-y, on fait Abandonner des les clichés. Exactement. Et puis je trouvais ça assez amusant de voir aussi que c'est pas parce qu'il y a des rôles prédéfinis que ça veut dire qu'une fois qu'on nous assigne quelque part, on est obligé d'y rester. Qu'après, on est un petit peu libre, chacun d'aller là où on veut. Alors après, il faut assumer. Mais voilà. Pourquoi vous avez construit une histoire d'amour entre une fée et un vampire Parce que j'adore les histoires d'amour déjà. Ça me fait trop plaisir d'en lire. Et parce que je trouvais ça rigolo, justement parce que le rapport de force, il est inversé. Ils sont opposés. Exactement. Et habituellement, dans ce qu'on appelle la romantaisie, on va avoir le personnage masculin qui est assez puissant, assez sombre. Et là, c'est l'inverse. C'est la vie, en fait. Et d'ailleurs, elle le bully un peu. Devine, elle fait ce qu'elle veut avec lui. Et, elle le menace plusieurs fois de littéralement le tuer ou de le foutre en slip s'il l'embête trop. Et je trouvais ça intéressant de renverser aussi de nouveau ça et de faire le personnage fort du roman, le personnage puissant, c'est la femme. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison dans tout, c'est celle qui fait le plus d'erreurs. C'est pas la plus agréable. C'est pas la plus agréable, elle fait énormément de bêtises parce qu'elle est trop sûre d'elle et à un moment, ça se paye, quoi. Mais c'était déjà parce que j'aime la romance et aussi parce que je trouvais ça chouette d'inverser un petit peu les attentes. Où trouvez-vous toute cette inspiration Vous arrive-t-il ou pas d'en manquer D'en manquer, non. Jamais. Non, c'est tout mon problème. Je pense que c'est comme toutes les personnes qui sont créatives. On a toujours un petit peu des trucs qui fusent. On va voir une feuille, on va voir quelque chose. Moi, je note tout dans un carnet, dans un fichier Excel. Et régulièrement, je vais dans ce fichier Excel et j'associe les idées entre elles. Donc cette idée de vampire, parce que mes vampires sont un petit peu d'inspiration romaine, parce que je trouvais ça rigolo. Cette idée de vampire d'inspiration romaine et de fée des dents, à la base, c'était pas forcément quelque chose qui devait marcher ensemble. Puis d'un coup, j'ai lié ces deux trucs. Je me suis dit, ok, ça marche. Et vous avez trouvé. Voilà. Et voilà, dans de soi. Exactement. grâce à Excel, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'écris sur Excel. Tous mes plans sont sur Excel, toute ma vie est sur Excel. D'accord. Mes plans, ils sont faits sur Excel avec des feuilles de calcul et tout ça, très précises. Ah bon? Pour gérer le rythme et tout ça. On dirait pas, vu que j'écris principalement des blagues, mais en fait, tout est sur Excel. Oui, c'est drôle. Il y a un vocabulaire aussi qui est. Vous y allez, quoi. On n'est pas dans les prout-prout, tralala, quoi. Vous envoyez du steak un petit peu dans vos dialogues. Je pars du principe que j'écris pour des jeunes adultes et des adolescents. Écrire fichtre au lieu de merde, c'est pas cohérent. À un moment, on vous apprend pas ces mots-là. Alors, il n'y a pas non plus ça toutes les trois phrases. Oui. Non. D'ailleurs, elles ont leur propre insulte, les faits et tout ça dedans. C'est un petit peu travaillé, mais je pense qu'à un moment, les personnes qui me lisent, elles sont intelligentes et c'est le but aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de langage. Il y a du langage qui est assez chartier, mais il y a aussi un niveau de langage élevé qui vient un petit peu contrebalancer. Et c'est tout le jeu, en fait, derrière. Dernière question. Ah. Attention. Quand je dis la dernière question, faut bien la choisir. Don de soi, ça fait beaucoup penser à don de soi, donc cette expression. Dans le livre, est-ce que ça a un rapport avec l'histoire, avec le fait que, on va pas spoiler, mais que Navi fasse un cadeau justement à Devin ou pas? Alors, j'y ai pas pensé, mais c'est une très jolie. C'est très joli. Je regrette de ne pas y avoir pensé, parce que ça aurait fait très classe dans les interviews. Mais pas du tout. Je voulais un titre qui fasse conte de fées.
Et à la base, le titre, il m'est arrivé avant l'histoire. J'ai eu le titre qui est apparu et je me suis dit, il faut que je trouve une histoire qui aille avec, en fait. Donc j'ai construit, c'est là que j'ai ouvert mon fichier Excel. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, ce titre, il est cool. Et donc j'ai créé comme ça l'histoire. Mais j'aurais adoré, parce que ça aurait été vachement mieux que mon histoire d'Excel. Tu sais ce que je propose? On va lui faire un cadeau. Voilà, on va vous l'offrir, l'explication. Mais bien sûr, don de soi, c'est pour vous. Vous pouvez repartir avec. Parfait, On est merci d'accord, Eline. hein? Allez, c'est cadeau. Très bien. On se fait une petite pause avant de nous retrouver dans quelques minutes. Une petite pause sport, si vous voulez bien, avec notre nouvelle chronique qu'on retrouve tout au long de cette semaine. La lecture, c'est du sport. Alors, c'est une création qui a été initiée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour les Olympiades culturelles 2023. C'était illustré par Violette Weiss. Et la lecture, c'est du sport, devient vivant grâce à deux comédiens qui se lancent des défis sportifs un peu absurdes, avec toujours en ligne de mire le plaisir de la lecture. Et aujourd'hui, on fait du paddle. Montez sur un paddle et faites comme si vous étiez sur l'eau en gardant un livre le plus longtemps sur votre tête. Quand il tombe, ouvrez-le au hasard et lisez un passage à voix haute. Mathilde Aguilar est la petite fille la plus moche du monde. Si elle était, je ne sais pas moi, une huître ou un castor, elle serait peut-être une très jolie huître ou un très joli castor, mais pour une petite fille, elle est très laide. Ouah. Mathilde Aguilar a un nez affreux, une bouche immonde, des yeux atroces. Mais son nez respire grand le parfum des vents, des mers, des fleurs. Sa bouche rit en cascade dès que c'est drôle, ou même quand ça ne l'est pas, et ses yeux regardent tout ce qu'il y a à regarder, le laid, le beau et tout le reste. Un jour, dans la cour, un éléphant est entré en furie et a écrasé tout ce qu'il pouvait écraser. Tout le monde hurlait et partait en criant, sauf Mathilde Aguilar. En la voyant, l'éléphant a hurlé, s'est caché les yeux avec ses oreilles et il est entré dans un trou de souris tellement il avait peur, tellement il avait honte. Mathilde Aguilar en a profité pour sortir car elle n'aime pas l'école. Elle préfère se promener. Eh mais Leïla, Oui. je crois qu'on est en train de tourner en rond, là. On est revenu au départ. Hein. Nous sommes toujours au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est le café littéraire. On parle de monstres, on parle d'étranges, on parle d'étrangeté. On parle de plein de choses autour de cette thématique aujourd'hui avec Eline. Ça va, Eline? Tout va bien? Ça va, ouais. Est-ce qu'ils répondent bien aux questions que tu leur poses, les auteurs? Ah oui, Ils ils sont à la répondent hauteur très bien, oui. Ils sont à la hauteur de tes attentes? Oui. Bon, tu n'hésites pas, hein, tu me dis. On va Pas de finir ce tour de problème. table avec Jérémy Perraudot, si tu veux bien, avec le visage de Paville aux éditions 2024. Jérémy Perraudot, vous avez étudié le graphisme à l'école Estienne. Vous êtes donc logiquement Graphiste. formidable. Et vous commencez à produire des fanzines auto-éditées, puis quelques BD, dont Le visage de Paville aux éditions 2024. L'histoire, alors en quelques lignes. Paville, c'est un scribe de l'Empire. Quel empire? On ne sait pas trop. C'est aussi intéressant. Qui écrase son aéroplane sur un village nommé La Piosa, qui est complètement coupé du monde. Bloqué sur l'île, Paville va découvrir les us et coutumes de cette civilisation, un peu bâtie sur une catastrophe. Il va rencontrer Yuni, une plongeuse, et partir à la découverte du dieu vénéré de cette île, un dieu vénéré par toute la population. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi un petit peu. J'ai beaucoup aimé le fait d'intégrer une religion comme ça qui n'existe pas forcément, d'inventer des populations étrangères qui sont, je trouve, très soudées,
très solidaires entre elles, qui s'aident et qui s'aiment. Voilà. Tu auras envie d'y vivre, hein? Je sais pas toi. C'est Moi, je idéal, partirai quoi, demain, hein, ouais, pour. C'est un peu représenté comme un monde idéal où tout se passe bien, tout est rose, tout est parfait. C'était voulu cette idée de faire un monde accueillant qui vit en autarcie, en équilibre avec la nature aussi, en respect de la nature. En fait, mes livres dépendent toujours un peu des précédents, j'ai l'impression. Et du coup, mon précédent livre, c'était une espèce de longue épopée assez violente, un drame. Et du coup, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et j'avais envie de mettre en scène et de dessiner un environnement dans lequel j'aurais effectivement aimé y vivre et aimé m'y retrouver. Du coup, je pense que c'est cet aspect-là qui est ressorti de La Pioza, ce rapport. Effectivement, il a l'air d'y faire bon vivre. Et puis, même dans les enjeux de l'histoire aussi, je voulais qu'on soit dans une histoire où il n'y a pas de véritable antagoniste, et où on n'est pas dans un affrontement. Il peut y avoir des tensions, mais on n'est pas dans une brutalité, plutôt aborder des questions qui peuvent effectivement fâcher, mais de le faire plutôt en douceur et de montrer que tout n'est pas obligé de s'opposer. Ça peut plus se métisser ou en tout cas s'hybrider quand on est au contact de quelque chose qu'on ne connaît pas. Eline ? L'univers de cette bande dessinée est très très développé, je trouve. Comment vous avez eu l'idée de créer un peuple et sa religion, et comment vous y êtes-vous pris pour créer justement cette religion, ce peuple, cette histoire? Bref, vous vous prenez pour Dieu, quoi. En résumé. Je crée mon monde. Mais il y a de ça un peu, je trouve, dans une bande dessinée. Et c'est vrai que moi, c'est la partie que je préfère, c'est le départ. C'est quand je vais imaginer un univers et effectivement imaginer ses règles, sa façon de vivre. Et là, je voulais en faire presque le sujet du récit. Et du coup, c'est vrai qu'un des points de départ, c'était faire un récit sur le récit. Qu'est-ce que c'est une histoire? Qu'est-ce que c'est de croire à une histoire? Comment ça façonne notre façon de penser et de voir les choses? Donc, c'était vraiment un désir de créer un monde et d'expliquer aussi comment il s'est créé. Et après, comment moi j'ai créé ce monde-là? En fait, au départ, je suis allé puiser dans plein de mythologies existantes, plein de costumes, plein de folklore, mais vraiment sans me concentrer sur un endroit dans le monde. Et du coup, de me focaliser parce que ça me paraîtrait exotique, parce que je ne le connais pas. Du coup, je suis allé vraiment chercher dans plein de choses différentes. J'ai recueilli plein d'images que j'ai mis dans un dossier et je les regardais comme ça. Et puis après, j'ai rangé ce dossier et j'ai arrêté de le regarder. Et j'ai commencé à dessiner. Et en fait, j'ai dessiné avec mes souvenirs. Vous avez en fait créé une religion à partir d'autres bouts de religion. En fait. Voilà, c'est ça, parce que je voulais pas partir sur quelque chose de réel. Et c'est marrant qu'on utilise le terme religion. C'est vrai que moi, je l'avais même mis de côté. Je parlais plutôt de croyance, parce qu'il y avait cette idée dans le récit d'un peu opposer qu'est-ce que c'est d'avoir une croyance et qu'est-ce que c'est d'avoir plutôt une façon raisonnée de voir les choses à travers la science, on va dire. Et du coup, parce que pour moi, la religion aussi amenait à des notions de conflit, des choses d'opposition, et je voulais pas du tout que ça devienne ça le sujet. Je voulais être. Du coup, on était dans la croyance, dans le croire à un récit, quoi. Et on peut dire Pavil, c'est la science qui arrive dans un monde de croyances, c'est ça? C'est l'opposition des deux? Bah oui, il y a de ça. Mais ce qui m'intéressait justement, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait? Comment le regard de Pavil, lui, il peut amener à modifier le regard des gens de La Pioza? Changer la vision des choses qu'ils ont. Et inversement, en fait, comment lui aussi voit ces personnes et comment ça peut aussi remettre en question ses propres croyances à lui, puisqu'on pourrait considérer aussi que en fait, la science, c'est une croyance pour lui. Il croit à ses règles et il les imagine vraies. Parce pour moi, il y avait l'idée aussi de la question de la vérité. Qui détient la vérité? Est-ce que ma parole est juste ou pas? Et comment elle peut être amenée à évoluer en fonction avec qui on discute? En fait, c'est une magnifique BD sur une magnifique histoire, je trouve, sur la tolérance mutuelle. Sans doute, je sais pas, c'est difficile de le qualifier, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que cet aspect-là, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en faisant le livre, mais c'était pas du tout un objectif initial. Moi, mon point de départ, c'était vraiment
faire un récit apaisé sans antagoniste, faire un récit sur le mythe, sur le récit raconté. Et j'avais quand même cette idée de faire un personnage principal qui a des secrets, qui va découvrir des secrets, mais qui lui aussi a des secrets. Et une des premières phrases, je pense que j'ai noté dans un carnet de recherche, c'était un héros qui n'est pas ce qu'il paraît être. Mais pourquoi cette société est-elle si méfiante envers lui, envers ce personnage principal, envers Pavil? Justement, ça créait une sorte de... Ça me permettait d'installer cette ambiguïté sur le personnage tout de suite, parce qu'il n'est pas, effectivement, ce village, il n'appartient pas à l'Empire. L'Empire, dans la bande dessinée, on ne le voit jamais, du coup on le devine qu'à travers... À travers ses yeux? À travers les yeux des habitants, à travers ce qu'en dit Pavil. Du coup, on a une vision qu'à travers des récits aussi en soi, et du coup qui peuvent être déformés. À travers leur vision des choses. Voilà, c'est ça. Et du coup, amener cette méfiance, ça crée aussi cette ambiguïté, parce que effectivement, un des points de base du récit, c'est que Pavil, il s'écrase et il est obligé de rester dans la Piosa. Du coup, il vit parmi eux. Il est accepté par la population à condition de travailler, de vivre comme eux. De faire des efforts. Voilà. Et effectivement, il y a un questionnement très rapidement, c'est est-ce que c'est pas un espion? Est-ce que c'est pas l'espèce d'éclaireur avant une future invasion? Et du coup, c'est pour ça qu'il est accueilli de manière, on va dire... si méfiante. Relative, ouais, voilà. Quel est le pas de côté que vous avez fait sur ces récits de planètes, en fait, de planètes ou de villages ou civilisations que l'on retrouve? C'est quoi votre pas de côté, vous? Où êtes-vous sorti de la norme? Disons qu'il y a, en fait, il y a un rapport à... Je dirais que le livre, il est souvent qualifié de livre de science-fiction. Et en fait, le rapport à la science-fiction, il apparaît, j'ai l'impression, très tardivement dans le livre. Et en fait, c'est peut-être en ce sens-là que je dirais qu'il y a le côté du pas de côté. Mais que c'est annoncé comme tel. Et puis, il y avait cette idée aussi avec le marquage sur la couverture qui est un bleu métallisé qui renvoie aussi à quelque chose de très technologique, alors qu'effectivement, pendant une très grande partie de l'ouvrage, il n'y a pas de notion de technologie. Et ça revient après. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, on est presque plus dans un récit qui est presque ethnographique ou d'aventure. Et c'est en ce sens-là peut-être que j'ai pris une tangente. Oui, vous avez pris la tangente et ça fonctionne très très bien, vraiment. On va faire un petit tour du côté de tes collègues de classe, hein, parce qu'ils ont choisi eux aussi, parce que ça va être leur approche, je surveille ça, on va encore perdre la partie. Mais avant ça, je vous ai demandé à toutes et à toutes de choisir un livre qui est un peu référence, donc j'aimerais qu'on prenne le temps un petit peu que vous le défendiez tous, et voilà, puis c'est bientôt Noël, comme ça on saura quoi acheter à la famille. Abigail, on t'écoute. Qu'as-tu choisi comme livre ? Alors comme livre, j'ai choisi Coraline. L'histoire, ça parle d'une famille qui emménage dans une vieille maison loin de tous. En visitant la maison, Coraline elle va trouver une petite porte et en rentrant dedans, elle va tomber dans un monde étrange et voilà. Voilà, à découvrir. Donc tu as adoré ce livre? Ouais, en vrai, je l'ai bien aimé. D'accord. Qui commence? Monsieur Abbas. Mo Abbas. Je veux bien commencer. J'ai amené, ça s'appelle Libertalia, une utopie pirate. C'est extrait de l'histoire générale des fameux pirates du capitaine Charles Johnson. J'ai choisi ça, sur le thème de la norme, j'ai choisi ça à différents degrés. D'abord parce que ça parle de pirates. Ça parle de pirates qui créent un monde idéal sur une île de Madagascar, avec une entente parfaite avec les autochtones de malgaches. J'ai choisi ça aussi parce que ce capitaine Charles Johnson, il s'est avéré que c'était Daniel Defoe, donc qui avait écrit sous pseudonyme cette histoire de pirates. Donc ça c'est la norme qui se déplace et ça se déplace encore quand on a appris que dans cette fameuse histoire des pirates, toutes les histoires qu'il racontait étaient vraies, sauf celle-ci, Libertalia, une utopie pirate. À l'intérieur, il avait glissé une fiction. Donc c'est absolument inventé, cette démocratie pirate qui a eu énormément d'échos, puisqu'on a compris très tard que c'était une fiction, et qui a eu énormément d'échos sur cette
cette notion de démocratie pirate. Un virus. Voilà. Hein, c'est un virus, on peut appeler ça comme ça. Et comme cadeau, bon, à l'époque, ça valait 10 francs. Je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais c'est un tout petit cadeau pour Noël. Nicolas. Oui. Donc moi, j'ai ramené La Belle et la Bête, une version magnifiquement illustrée par Nicolas Claveau, Ouais. édité par Thierry Magnier. Alors, La Belle et la Bête, La Belle et la Bête, classique. voilà, un grand Mais- classique. Et c'est un texte assez ancien, hein, il date de 1750 par là. Et c'est une histoire qu'on connaît tous à travers l'adaptation de Disney et de ce qu'on a pu en entendre. Et de relire ce texte, en fait, c'est vraiment une très belle histoire, très tendre, qui parle justement de monstruosité, de différence et une belle histoire d'amour en fait, et surtout des dessins extraordinaires. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, il faut bien l'avouer, qui m'influence beaucoup, qui continue à m'influencer. Voilà, je sais pas si. On voit la parenté. On voit la parenté Voilà. sur. Voilà. Et alors je me suis inspiré en fait de la figure de ce monstre un peu poilu, un peu voilà, pour faire mon petit personnage auto d'un monstre. Voilà. Merci pour ce choix, Maëlle. Des arts. Alors moi j'ai choisi Hugo de la nuit de Bertrand Santini. Ouais. Bon, déjà que j'ai adoré, hein, c'est une littérature, c'est un livre jeunesse que j'ai vraiment adoré. Et puis je trouve qu'il collait très bien avec le thème, donc se jouer des normes. C'est l'histoire d'un, c'est difficile hein, de raconter sans spoiler, donc je vous spoil le début. Mais c'est l'histoire d'un enfant qui meurt. Et au début du roman, il meurt. Et puis il va se retrouver à enquêter sur sa propre mort avec des esprits. Et on pourrait s'attendre à ce que ces monstres en fait soient des monstres. Et en fait, on découvre toute une équipe burlesque, très colorée, d'une gentillesse et d'un amour incroyable. Ils viennent tous en plus d'époques un peu différentes. Donc c'est vraiment magnifique comme écriture. Et le rapport entre monstres et humains est inversé. Ça répond bien à la question qui nous a été posée avant sur est-ce que vous pensez qu'il y a une part de monstruosité chez l'homme. En fait, ce roman, il y répond très bien et ça rejoint la réponse de Jérémy. Ça dépend d'où on se place, ça dépend d'où on met le curseur, ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend de si on regarde devant, si on regarde derrière. C'est une lecture que j'ai trouvée extrêmement belle, c'est burlesque, c'est poétique. Mais vous le vendez super bien. J'ai très peu de coups de cœur. Je suis une lectrice très très chiante, Ouais. mais celui-ci m'a transportée. Enfin, c'est une écriture qui est vraiment belle. Et je le recommande, c'est à partir de 12 ans et plus, hein, c'est conseillé. Celui-ci, il est chez Grasset Jeunesse, il est très beau. C'est noté. On finit avec vous, Jérémy. Moi, j'ai ramené Classique. un classique. Alors, c'est dans Le Monde d'Edena de Moebius, mais c'est un récit court qui est du coup dans cette édition au tout début, qui s'appelle La planète encore, qui est un récit court vraiment de 24 pages, muet. On voit deux explorateurs qui explorent une planète et qui vont rentrer dans un temple abandonné, et un des explorateurs va vivre une sorte d'expérience, et d'un coup il y a des monstres qui apparaissent, il se met à voler avec eux, la planète se revégétalise et ils finissent par partir d'une planète très florissante. J'ai raconté l'intégralité de l'histoire. Voilà. Mais Mais Moebius, le dessin de Moebius, absolument c'est magique. ça, et il y a un rapport à l'étrange et à la découverte, et surtout à ce qu'on y met derrière. En fait, vu que c'est muet, on va y mettre le sens qu'on y désire, et il y a quelque chose de très libérateur et stimulant pour l'imagination dans ce récit. Kibookin, c'est le site du Salon du Livre. Là encore, on va vous conseiller des livres autour du thème qui nous anime aujourd'hui. C'est tout de suite. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookin pour se jouer des normes. Règne animal d'Adrien Thomas aux éditions Rageot. Mauvais monstre d'Enzo Bercati aux éditions Glénat. Robbie d'Olivier Bruno et Émilie Glisonne aux éditions Virage Graphique. Sol d'Antonio da Silva aux éditions Rouergue. Un extraterrestre dans ma peau ou Comment j'ai sauvé le monde d'Yves Grevet aux éditions Syros. Et chez vous, Kibookin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibookin.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, mademoiselle. J'étais ravi de passer cette émission avec toi, vraiment. Merci à vous aussi. Bravo pour ton travail. Vous avez rendez-vous à 18h avec Antonella Francini pour le Social Club, et à 19h, Margot Le Ridon pour le live. Nous, on se retrouve demain, même heure, même punition. À demain.